Bonsoir à toutes et tous. Merci à Marie-Josée Justamont pour ses mots et l'accueil et à toute l'équipe des Suds. En effet, les Suds à Arles sont une bonne étoile pour Mediapart, puisque cette rencontre nous accompagne depuis que nous existons et cela nous a porté chance. La première raison de ce partage avec les Suds, c'est que ce festival est un festival de l'accueil, est un festival du monde, est un festival contre les murs, contre les haines, contre les peurs, un festival du divers, du pluriel, et que nous, ne serait-ce que technologiquement, nous sommes un journal sans frontières. Et donc la rencontre, de ce point de vue, était naturelle. Mais l'autre raison de la rencontre, et c'est de cela dont je vais parler ce soir, comme une sorte de synthèse liée à l'actualité de tout ce que nous nous disons chaque année, car au fond, on a fait beaucoup de moments comme cela, c'est la question de la vitalité de la société, de sa créativité, de ses résistances, dans des temps qui nous inquiètent, dans des temps obscurs, dans des temps incertains. Dans des temps où, au fond, la politique ne nous donne pas envie, où la politique nous déserte, où la politique nous blesse. Et en contraste, et Dieu sait si la musique le montre, si toutes les poésies le montrent, les sociétés résistent. En hommage à ce partenariat, à Marie-Josée et à toutes les équipes des Suds, je voudrais me remémorer notre premier rendez-vous. C'était en 2008. On bricolait et beaucoup de gens ne croyaient pas à notre aventure. Et néanmoins, vous trouverez trace par une petite vidéo de ce qui fut un très grand moment des Suds. Le dernier moment d'expression avant qu'il ne décède, quelque temps après, peu de temps après, de Mahmoud Darwish, le grand poète, non pas palestinien, bien sûr qu'il est palestinien, mais il n'aimait pas être réduit à la cause qui lui avait été assignée. Cause de résistance, cause de dignité, tout simplement que le peuple palestinien puisse vivre comme d'autres peuples. Cette injustice que le monde et nous-mêmes, l'Europe, faisons peser sur ce peuple depuis si longtemps. Non, c'est surtout Mahmoud Darwish, un immense poète arabe, le plus grand poète arabe du XXe siècle. Et du coup, en ouverture, je voudrais lui donner la parole avec les mots de celui qui le fait vivre en français, qui est un ami et du coup un poète, Elias Sambar. Ce texte, ce poème, s'intitule « Pense aux autres ». Et ce pourrait être, au fond, ce que font les Suds et qu'à notre tour, nous essayons de faire. Pense aux autres. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu te libères par la métonymie, pense aux autres qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi et dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir? Que ne suis-je une bougie dans le noir? Les Suds sont une bougie dans le noir qui menace. Et c'est une bougie qu'il faut défendre, y compris contre des pouvoirs, parfois des pouvoirs locaux, qui ont peur de la culture qui bouscule, de la culture qui ouvre, de la culture qui dérange. Une lumière, une bougie, dans une époque que, ici même, nous avions caractérisée lors d'une de ces rencontres en citant Antonio Gramsci, ce grand communiste antifasciste italien, dans ses cahiers de prison en 1930. Depuis qu'on a popularisé un peu cette formule, vous l'entendez déjà souvent dans le débat. Gramsci disait « La crise, c'est quand il y a un vieux monde qui est condamné, qui sait qu'il doit mourir, mais qui ne veut pas mourir, qui s'accroche, qui ne veut pas perdre ses privilèges,
ses dominations, ses possessions. Et puis de l'autre côté, il y a un nouveau monde qui est là, que l'on sent, que l'on entend, qui bouge, mais qui tarde à naître, qui tarde à s'imposer, qui tarde à remplacer ce vieux monde. Alors, cette formule, le vieux monde qui ne veut pas mourir, le nouveau monde qui tarde à naître, elle est assez banale, elle a été souvent reprise. Mais l'important dans la citation de Gramsci, c'est la suite. Dans cet intervalle, disait-il, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction plus littéraire a transcrit en disant « dans cet entre-deux surgissent les monstres ». Nous y sommes. Il y a une semaine se tenait à Osaka, au Japon, le G20. La rencontre des 20 pays les plus puissants, le premier critère étant l'économie et le second étant le militaire du monde. G20 qui précède un G7 qui se tiendra cet été à Biarritz, en France. Ce G20, c'était le sommet des affreux. Le là a été donné par Vladimir Poutine qui, la veille de son ouverture, a dit « le libéralisme, c'est fini ». Il ne voulait pas dire le libéralisme économique, il le pratique et de façon tout à fait brutale, avec l'enrichissement oligarchique de ceux qui le soutiennent. Non, il voulait dire le libéralisme politique, le respect des libertés fondamentales. Le là donné par Poutine, comme une balle lancée, fut repris par Donald Trump, lequel Donald Trump a réhabilité pendant ce sommet le prince héritier d'Arabie Saoudite, M. Mohammed Ben Salman, en disant qu'il faisait du bon boulot, a good job, lequel Mohammed Ben Salman, vous le savez sans doute, une semaine auparavant, et Mediapart a publié l'interview de cette rapporteuse des Nations Unies, Agnès Callamard, c'est une Française. Ce Mohammed Ben Salman est convaincu d'avoir ordonné l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, découpé en morceaux et dont le corps a été dissous dans l'acide. Pour ces pouvoirs-là, les journalistes indépendants sont des opposants beaucoup plus dangereux que les opposants politiques, parce qu'incontrôlables, on ne peut pas négocier et discuter avec eux. Et donc ce sommet, où ni l'Union européenne et encore moins la présidence française n'ont donné de tonalités différentes, fut celui de ces démocraties illibérales, de pouvoirs issus de l'élection, issus du vote, ayant derrière eux, puisque l'on oublie souvent de compter les abstentionnistes ou les votes blancs, ayant derrière eux une majorité de suffrages exprimés, et qui sont des pouvoirs qui piétinent les droits fondamentaux. Il n'y avait pas seulement M. Poutine, M. Trump, il y avait M. Bolsonaro, le président du Brésil, celui qui a été élu dans le cadre d'une grande manipulation de la justice brésilienne qui fait que Lula, l'ancien président, est actuellement en prison après une enquête sur des faits de corruption bien réels, mais dont il n'est pas établi qu'il le concerne personnellement. Il concerne son parti, sans aucun doute. Mais évidemment, cette incarcération du président Lula, qui n'est pas le corrompu du Brésil, a été faite par un magistrat qui se prétendait indépendant, qui disait que jamais il ne choisirait la politique et qui, évidemment, depuis que M. Bolsonaro a été élu, en partie grâce à cette manœuvre judiciaire, est aujourd'hui le ministre de la Justice du Brésil. Lequel Brésil a pour ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui dit que le réchauffement climatique est une invention d'un complot marxiste. Lequel Brésil a donc un président, M. Bolsonaro, avec lequel, il y a une semaine, les grandes puissances ont signé un nouvel accord de libre-échange, y compris nous, l'Union européenne, en notre nom, a signé un nouvel accord de libre-échange, accord totalement contraire avec les discours écologiques de nos gouvernants. M. Bolsonaro représente, et sa politique ne fait que l'aggraver, le pays le plus déforestateur du monde.
Et il est établi que face à l'urgence climatique, il faut au contraire sauver les forêts, voire mettre encore plus de canopées d'arbres dans les villes. M. Bolsonaro a salué ce cadeau qui lui a été fait par une formule formidable cette semaine que vous avez peut-être entendue. Il a défendu l'utilité du travail des enfants. Nous sommes bien face à des pouvoirs qui nous font penser à ces pouvoirs autoritaires qui n'étaient pas issus des élections du XIXe siècle. Des pouvoirs profondément ancrés dans une injustice sociale. Le rapport d'Oxfam, l'ONG des ONG, pourrait-on dire, nous a encore rappelé en janvier qu'aujourd'hui, 26 personnes, 26 familles, 26 riches personnes dans le monde entier possèdent autant que 3,7 milliards d'individus. Ils possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est évidemment intenable, un tel niveau d'inégalité qui ne sont pas les différences de niveau de vie entre nous, entre classe populaire, classe moyenne supérieure, mais c'est la confiscation de l'essentiel de la richesse par une ultra-minorité, à l'image de ce que montre le feuilleton du patron de Renault, Carlos Ghosn, avec ses maisons un peu partout dans le monde. Ce n'est pas Cadet-Roussel, mais il a plus de maisons que Cadet-Roussel. Cette vie en jet privé, ces réceptions payées à Versailles sur fond de l'entreprise. Bref, des gens qui vivent offshore, des gens qui vivent hors de notre monde commun, des gens, des élites économiques, des élites financières qui ne se sentent plus du tout comptables du besoin d'un monde commun, qui n'en sentent pas la nécessité et qui du coup ont à leur service et se débrouillent pour avoir à leur service des élites politiques, voire des élites produites de leur monde, Donald Trump en est l'exemple, qui vont brutaliser la démocratie. Comme c'est intenable, eh bien les démocraties vont prendre des cours autoritaires. Elles vont oublier les droits fondamentaux. Elles vont revendiquer une seule légitimité. J'ai été élu, circulez, il n'y a rien à voir. J'ai été élu, j'ai donc la majorité avec moi. Et du coup, je peux malmener l'opposition, ne pas la reconnaître, être violent, calomnier, gouverner à coups de tweets, comme le fait M. Trump. Et puis, à cette injustice sociale, à ce cours autoritaire des démocraties, ils ajoutent évidemment leur inconscience. Ils sont du côté du pouvoir et de l'avoir, posséder maintenant, rester au pouvoir. Ils sont dans un présent omniprésent, dans l'urgence de leur propre survie. Ils ne se sentent pas du tout comptables de demain ou d'après-demain. Le principe de précaution, sacralisé par l'écologie, l'idée que nos générations vivantes sont comptables de ce qui pourrait arriver aux générations à naître, leur est indifférent. Ils sont dans cette inconscience. Vous connaissez la réalité. La réalité, pas seulement du réchauffement climatique et de ce que dit le dernier rapport des experts du GIEC. Ces experts, comme tous les experts, peuvent se tromper. Le calcul, la projection n'est pas forcément exacte. Mais vous savez ce qu'ils ont dit, il ne nous reste plus que 11 ans. Si nous n'enrayons pas la machine, en 2030, l'engrenage sera là. L'engrenage qui transformera le réchauffement climatique en dégradation du tout vivant du monde. La Terre, Gaïa, comme disaient les Grecs, se vengera. Ce ne sera pas nous les premières victimes. Ce sont des petites îles du Pacifique, ce sont le Bangladesh, ce sont les territoires subsahariens. Mais dans 11 ans, si nous ne nous remettons pas en cause radicalement, eh bien, le dérèglement climatique produit par l'homme, et non pas simplement des variations historiques, centenaires des saisons du climat, sera irréversible, produit par l'effet de serre, produit par les dégagements de CO2, produit par toute cette réalité avec laquelle nous vivons. J'ai parlé de M. Mohamed Ben Salman,
produit par le tout-pétrole, produit par les énergies fossiles. Vous entendez les bruits de guerre, et peut-être que ces bruits ne sont pas que des bruits et qu'une guerre va arriver à nouveau avec un mensonge, comme après 2001, comme l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun rapport avec Al-Qaïda, qui n'avait aucun rapport avec ce réseau dont l'idéologie terroriste totalitaire vient d'Arabie saoudite, vient du wahhabisme, dont les principaux acteurs venaient d'Arabie saoudite, et néanmoins sur un mensonge qu'il y ait le pays de Saddam Hussein à Al-Qaïda, alors qu'il n'y avait ni lien financier, ni lien idéologique, ni lien militaire. Un pays souverain a été envahi, a été détruit, et de tout cela est né un nouveau monstre. C'est l'État islamique, et vous connaissez la suite, la destruction et le retournement de la révolution pacifique syrienne. Le pétrole. Il y a eu un film récemment qui n'a pas pu être contesté par celui qui en est le héros involontaire, il s'appelle Vice. Le héros, c'est M. Dick Cheney, qui était le vrai homme du pouvoir de George Bush Jr., le vice-président. Et l'on voit dans ce film, qui est fait que sur des éléments de preuve, combien dans le scénario d'invasion de l'Irak, et ce n'est pas être complotiste, être simpliste, c'est une réalité factuelle, il y avait évidemment les intérêts pétroliers. Vous allez être soumis à beaucoup de propagande sur la réalité de l'Iran, sur ce que font les mollahs et la partie la plus sectaire du régime iranien. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la société iranienne. N'oubliez pas que 2 ans avant les révolutions arabes de 2011, il y eut la révolution verte iranienne en 2009, qui a montré la vitalité de la société iranienne. Révolution déçue, révolution vaincue, mais elle était là. Et c'est cela l'Iran. Ce n'est pas assimilable simplement à l'idéologie d'une partie de ceux qui le dirigent. Alors vous allez être soumis à cette propagande. Vous allez être soumis à cette hypocrisie de nos dirigeants ou de l'Europe elle-même qui dit qu'il faudrait que l'Iran vraiment soit sage et respecte l'accord sur le nucléaire. Mais il se trouve que nous-mêmes, l'Europe, avons accepté dans la foulée des États-Unis la rupture de cet accord sur le nucléaire. Nous en étions les garants. Il a été négocié par l'administration Obama et il a été négocié avec un fort activisme de la France. La France avait moins confiance qu'Obama, que l'administration américaine, dans la parole iranienne. La France, sous Laurent Fabius, sous la présidence de François Hollande, a insisté pour durcir cet accord. Et cet accord a été signé. Et cet accord a été validé par l'Iran. M. Bush dit qu'il en sort. Que fait la France? Que fait l'Union européenne? Elle devrait condamner M. Bush. Elle devrait dire qu'elle est garante de cet accord. Elle devrait dire qu'elle le maintient. Non, elle ne le fait pas. Et non seulement elle ne le fait pas, mais elle accepte ce qu'a décidé M. Bush unilatéralement. M. Trump, pardon, excusez-moi, ce sont les mêmes, mais M. Trump. M. Trump unilatéralement, celui-là est pire, vous avez raison. M. Trump unilatéralement. Le fait de décider que toute entreprise européenne qui continuerait à commercer avec l'Iran serait sanctionnée aux États-Unis d'Amérique. Une décision de souveraineté radicale, refusant toute indépendance du monde, tout partage, toute discussion du monde. Eh bien, cette décision a été acceptée comme si on se courbait, comme si on était en servitude par nos dirigeants. Et évidemment, toutes les compagnies françaises qui sont présentes aux États-Unis et qui avaient des intérêts en Iran, par exemple la compagnie pétrolière française Total, ont quitté l'Iran. Nous avons accepté de nous soumettre à ceux qui unilatéralement rompaient un accord dont nous étions les garants. Alors, cette hypocrisie va continuer, la propagande va habiller tout cela, elle va nous présenter le régime iranien comme une menace, alors qu'il ne menace personne. Il peut menacer son propre peuple par des libertés qui ne lui accordent pas, des atteintes aux droits des femmes, des droits humains qui ne sont pas respectés dans ses prisons, mais il ne menace pas le monde.
C'est M. Ben Salman qui prétend qu'il menace le monde. C'est les Émirats arabes unis qui prétendent qu'ils menacent le monde dans leur propre course à l'abîme pour sauver leur pouvoir face à leur société. Et donc, derrière tout cela, il y a quoi? Eh bien, il y a le pétrole. Les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole. Et ils sont redevenus ce premier producteur en extrayant du pétrole de la pire des façons, de la plus polluante des façons, c'est-à-dire dans ces terres schisteuses, ce pétrole que l'on va extraire en malaxant, pourrait-on dire, la terre et en polluant. Il y a eu des scandales qui ont bien montré cela, notamment au Canada. Ce pétrole qui permet aux États-Unis d'être aujourd'hui le premier producteur est un pétrole qui coûte cher, très cher à produire. Et deuxièmement, c'est un pétrole qui a une courte vie devant lui. Il n'a pas ces grandes réserves de nappes de pétrole dans le sous-sol. Du coup, les États-Unis ont intérêt à quoi? À un pétrole cher. Un pétrole à 50 $ le baril ne leur convient pas. Il faut que les cours montent. Et pour que les cours montent, il faut que la tension monte. Et quand on commence à faire monter la tension, surtout avec un lobby militaro-industriel derrière, et si l'on produit des armes, c'est pour qu'elles servent un jour ou l'autre, eh bien, la bascule dans la guerre risque un jour ou l'autre d'arriver, et peut-être y courons-nous. Dans cette logique qui a cet intérêt égoïste de court terme. Vous voyez bien que tout est lié. Vous voyez bien qu'on ne peut pas prétendre être aujourd'hui le troisième producteur d'armes au monde, prétendre s'en féliciter comme si cela enrichissait notre produit intérieur brut, sans penser à tout ce que cela signifie. Aujourd'hui, vous le savez, la France, malgré la condamnation de toutes les organisations de droits humains, produit des armes qu'elle vend à qui? Qu'elle vend au régime égyptien, qu'elle vend aux Émirats arabes unis, qu'elle vend à l'Arabie saoudite. Et ces armes, nous l'avons révélé, nous l'avons documenté, servent pour une très sale guerre au Yémen, guerre commencée pour briser une révolution populaire, les révolutions qui ont commencé en 2011 au Yémen, et guerre dans laquelle il y a des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, puisqu'il y a de la famine. Et nous avons montré que les armes françaises servaient évidemment à tuer, qu'elles n'étaient pas là posées pour faire dans le décor. Nous avons montré ce mensonge du pouvoir. Vous connaissez la suite. Les journalistes qui ont révélé ça sur Mediapart ont été convoqués par la Direction générale des services intérieurs, par les services de renseignement, au nom d'une atteinte au secret défense. Or, le secret défense n'est pas là pour protéger les mensonges d'État. Il est là pour protéger des troupes, il est là pour protéger des soldats, il est là pour protéger des personnes, il est là pour protéger des responsabilités. Il n'est pas là pour protéger l'irresponsabilité qui nous entraîne dans le pire. Je me souviens avec émotion qu'ici même, l'année 2014, on avait fait la conférence sur Jaurès, celui qui scandait que le pire allait venir, qui sonnait le tocsin, et qui, du coup, avait pris son bâton de pèlerin pour rassembler tout le monde, pour aller voir tout le monde. On oublie que le Jaurès, dont nous nous souvenons à cause de son assassinat, c'est d'abord ce Jaurès qui s'est oublié lui-même, qui a d'abord pensé aux autres. Ce Jaurès qui s'est dit, si la catastrophe est à venir, il faut arrêter de se faire plaisir, il faut arrêter les querelles des petites différences, il faut arrêter d'être chacun dans son couloir. Alors, au début du siècle, il a pris son bâton de pèlerin, il a été voir les gauchistes sectaires, il a été voir les droitiers opportunistes, il a été voir les centristes, il a été voir les anarchistes, il a été voir à peu près tout ce qui correspondait à la gauche à l'époque, à ce qui correspondait à l'idéal d'une république démocratique et sociale. Et cela a donné le premier congrès des organisations socialistes en 1905, que de lapsus ce soir, en 1905. Il n'a pas été président du Conseil, il n'a pas été ministre, il s'est mis au service de cela. Suivez mon regard. Combien d'autres aujourd'hui sont dans des logiques d'hégémonie, où ils pensent d'abord à eux,
en prétendant penser à nous, et en prétendant penser à leurs forces politiques, mais ils oublient que quand la montre tourne à ce point, il est temps de faire front commun, il est temps de s'occuper de l'essentiel ensemble, de veiller aux causes communes de l'égalité. Nous sommes face à une crise de civilisation, pas seulement une crise démocratique, démocratie autoritaire, pas seulement une crise sociale, explosion au sommet de nos sociétés des injustices, pas seulement l'urgence écologique, mais globalement une crise qui peut emporter nos civilisations, les barbariser, les violenter, les amener à s'oublier elles-mêmes. Et dans ce moment-là, il ne faudrait pas barguigner. Je cite souvent un libertaire irlandais, il s'appelle John Holloway, qui évoque cette crise de civilisation. C'est aussi un penseur de l'écologie politique. Et il dit actuellement, l'humanité, elle est dans une pièce. Et c'est comme dans un film d'horreur. Vous savez, les murs de la pièce et le plafond et le plancher se rapprochent. On est là et combien de temps on se serre et tout ça se rapproche. Et à ce moment-là, John Holloway dit, et pendant ce temps-là, les gauches discutent de la répartition des meubles. Alors voilà, les monstres ne sont pas forcément ceux qu'on nous désigne. Il y a les monstres de toujours, nos adversaires de toujours. Et nous en avons parlé ici régulièrement, les tenants de l'inégalité naturelle. Nous, les idéaux que nous partageons, les Sud, Mediapart et tant d'autres, c'est tout simplement le chemin de l'égalité. Prendre au sérieux cette promesse. Nous naissons libres et égaux en dignité et en droit, sans distinction de naissance, de condition, d'origine, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. C'est le moteur infini des émancipations, le moteur de la conquête des droits, de la défense des droits, de l'invention des droits. Nous avons le droit d'avoir des droits. N'importe qui a le droit de défendre des droits. Notre adversaire de toujours, il existera toujours, il aura des esthètes, il aura des écrivains, il aura des intellectuels. C'est celui ou celle qui dira que nous ne naissons pas égaux, qu'il y a des naissances plus égales que d'autres, qu'il y a des origines plus égales que d'autres, qu'il y a des apparences, des religions, des sexes plus égaux que d'autres. Ils existent dans toutes les cultures, ces adversaires-là. Nous les appelons ici en Europe l'extrême droite, mais c'est cela qui a donné les régimes fascistes et nazis. C'est cette idéologie de l'inégalité naturelle, de la hiérarchie au sein des humanités. Et nous savons tous que ces mots sont potentiellement meurtriers, que c'est une idéologie meurtrière. Mais les monstres d'aujourd'hui ne sont pas que ceux-là, auxquels nous sommes habitués, que nous savons reconnaître. Les monstres dont parle Gramsci, dans cet entre-deux surgissent les monstres, les phénomènes morbides les plus variés sont des monstres d'une autre nature, sont justement ceux de la décomposition de l'ordre existant. Ces pouvoirs démocratiques issus de l'élection, présents sur les réseaux sociaux, communiquant, qui en même temps oublient ce qu'est une démocratie, qui n'ont plus une culture démocratique et qui sont, encore une fois, dans cette inconscience par rapport à nos urgences. Nicolas Hulot n'est pas un radical, un extrémiste, mais quand Nicolas Hulot démissionne, et cela a été trop peu souligné, quand il fait ce geste de démissionner un mardi matin sur France Inter, il dit deux choses. La première, c'est ce qui a été cette goutte d'eau qui l'a amené à démissionner, à annoncer cette démission en direct. C'est d'être dans une réunion à l'Élysée sur la question des chasseurs et de découvrir qu'à la réunion où il devait rencontrer avec le président de la République des organisations légitimes de chasseurs, le lobbyiste des chasseurs était là. L'homme qui est chargé de corrompre pour faire avancer la cause. Qu'il était là, qu'il tutoyait le président, qu'il l'embrassait comme du bon pain, qu'il était là à demeure, que le lobby était là à demeure, que l'intérêt privé avait accès à l'intérêt général, avait accès à l'intérêt public, qui n'était pas mis à distance, qui ne restait pas à la porte. Mais il dit autre chose ce jour-là. Lui qui est
économiquement un libéral, dit que les choix économiques qui sont faits par cette présidence, qu'il a accompagnée pendant plus d'une année, sont contraires à ses engagements écologiques. Et je viens de vous parler de ce qui s'est passé au G20, je viens de vous parler de cet accord de libre-échange signé sans une hésitation avec les pays d'Amérique du Sud, mais surtout le Brésil, un accord qui ne peut qu'aggraver, encore une fois, l'irresponsabilité écologique, alors même qu'il nous reste 11 ans, et alors même que M. Bolsonaro, j'ai dit une parole d'un de ses ministres, nie le réchauffement climatique, nie la responsabilité, nie l'urgence. Et donc, des choix économiques sont contraires avec le discours prétendu. Et donc, la montre tourne et ces pouvoirs nous y emmènent. Illibéraux, illibéralisme, c'est une formule très présente aujourd'hui chez des sociologues, des politistes, pour souligner que le mot libéralisme, dans le sens français, on ne l'a pris que sur la question du renard libre dans le poulailler libre qui mange toutes les poules. Mais on oublie l'autre dimension, le libéralisme politique, les droits de l'individu. Cette idée, par exemple, que l'état de droit, ce n'est pas les droits de l'État. C'est le droit opposable aux abus de l'État. Une culture démocratique. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être un radical forcené pour le dire, pour le savoir, pour vous montrer l'immense dégradation dans une grande partie de nos élites économiques et gouvernantes. Je voudrais citer quelqu'un qui était un radical, mais pas du parti le plus radical, du parti radical, justement. Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, dans La vérité guidait leurs pas, ce n'est pas un hasard s'il y a ce mot de vérité, a cette formule. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertus, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral. Vous voyez bien qu'on en est loin quand on regarde, y compris l'expression dans les réseaux sociaux, dans le débat public, la virulence, et je vais y venir, de ces pouvoirs-là. Pierre Mendès France employait un mot « scrupule ». Nous sommes ici dans une ville qui se souvient de son glorieux passé romain. Scrupule, ça vient du latin « scrupule », avoir des scrupules. C'est drôle, parce qu'au départ, c'est un petit caillou, en latin, le scrupule. Ça désigne ce petit caillou qui, dans les sandales des légionnaires, se glissait et faisait qu'ils ne marchaient pas assez vite. Mais qui, du coup, leur rappelait quelque chose, les dérangeait, les gênait. Le scrupule, comme un rappel, pense aux autres, pense aux autres. Ne pense pas qu'à l'immédiat, ne pense pas qu'à la consommation, qu'à la possession, qu'à la domination. Le scrupule. Bien, ils n'ont pas de scrupules, ces affreux, ces illibéraux, ces pouvoirs qui abîment les démocraties. Alors, comme toujours, je suis un peu grave, mais je me soigne avec vous. Mais je suis un peu grave pour non pas nous accabler. J'ai toujours dit que l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance, que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, qu'avoir conscience de ça, savoir regarder ce que nous avons en face, c'est la meilleure façon de ne pas justement nous y résigner. Et c'est à cela que je voudrais rendre hommage. Je pense que devant cette urgence, nous n'avons pas le choix. Nous devons être fidèles à ce que disait Édouard Glissant. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agis là où tu es, là où tu vis, là où tu habites. Ne te pose pas plein de questions. N'attends pas d'avoir un programme tout ficelé. N'attends pas d'avoir des certitudes de gagner. N'attends pas des assurances d'être élu. Mais bats-toi. Agis en ton lieu. Mais bats-toi en sachant que ton lieu, toi-même, tu es lié au monde. Tu es fait du monde. Tu es en lien avec le monde. Et que tu ne t'en sortiras pas tout seul. Antonio Gramsci, que je citais tout à l'heure, 3 ans après cette formule sur la crise, le vieux monde qui meurt, le nouveau monde qui tarde à naître, dans cet entre-deux surgissent les monstres, écrit un texte où il se moque de ceux qui veulent prédire le futur, savoir ce qui se passe.
J'ai l'habitude de dire que les journalistes doivent être interdits de futur. Parce que s'ils prétendent... S'ils prétendent connaître le futur, ils vont être indifférents à l'événement. Ils ne vont pas le voir. Ils vont ne pas voir l'inattendu, l'imprévu. Ils vont croire que l'histoire est écrite et qu'ils la maîtrisent, alors qu'ils sont au service justement de ces surprises. Donc Gramsci se moque de ces prévisionnistes. Et là, il a une formule qui est au cœur de ce que je vais vous dire. La seule chose que l'on peut prédire, c'est la lutte. Il faut lutter. Et c'est de la lutte que naîtront de nouvelles idées, de nouvelles réponses, de nouvelles solutions. Les luttes peuvent être vaincues, peuvent être trahies, peuvent être blessées. Mais ces vaincus-là, ce seront les victorieux de demain. Ces victorieux vaincus. Car ce sont ces luttes qui permettent les combats futurs. Nous vivons dans cette époque de grande invention, une nouvelle révolution féministe, de nouveaux combats d'une nouvelle génération de femmes par rapport au consentement, par rapport à l'inconscient de la longue durée de la domination masculine. Quand je dis non, c'est non. MeToo. Les violences faites aux femmes, les féminicides, les compagnons qui tuent leurs femmes, tout cela est au cœur désormais de l'agenda et nous y avons contribué. Mais celles qui y ont contribué, ce sont des activistes qui ont bousculé le regard, le qu'en dira-t-on, le courage de témoigner, la honte de témoigner. Et nous l'avons vécu au moment du procès Baupin, la violence des lieux de pouvoir face à celles qui considèrent que ce n'est pas de la drague, ce n'est pas de la séduction, c'est autre chose, mais qui se sentent prises au piège de ça. Elles ont levé une chape de plomb, mais qu'est-ce qu'elles font en faisant ça? Bien, elles sont fidèles, et je prends cet exemple, je pourrais prendre les luttes sociales, et je vais venir aux mouvements sociaux, à la longue durée des combats féministes. La lutte. Les femmes sont construites dans nos démocraties en minorité de tout temps, en minorité politique, en minorité électorale. Elles n'ont eu le droit de vote qu'à la Libération en France. Je rappelle souvent aux jeunes générations que les femmes ont pu avoir un carnet de chèques et un compte en banque à elles quand j'ai eu 13 ans. Que la notion de chef de famille, masculin forcément, a été supprimée quand j'ai eu 18 ans. Et quant à l'IVG, j'avais 23 ans. C'est donc tout neuf. Et ce sont des droits récents, donc des droits à non seulement défendre, mais à étendre, et c'est bien ce qu'illustre cette longue durée des combats féministes. Et donc je voudrais rendre hommage à toutes ces luttes qui sont là, pour nous donner du courage, pour secouer un peu notre lassitude française, parfois, notre confort à nous dire quand même c'est déprimant, quand même qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections, pour qui je vais voter, etc. Secouer notre indifférence aussi. Notre indifférence justement face à ce qui peut arriver aux autres. Alors énumérons. Il y a encore quelques mois, on racontait comment l'Algérie est un pays bloqué, comment l'indépendance a été confisquée, comment, à cause de la décennie noire terrible, avec les attentats et avec le jeu terrible des organismes sécuritaires dans ce contexte, l'Algérie était tétanisée à l'idée de se révolter, qu'elle s'était mise à l'écart des printemps arabes, que cette jeunesse bouillonnait, mais du coup n'arrivait pas à s'échapper. Et du coup, elle aussi, elle mourait en Méditerranée, elle essayait de traverser. Et d'ailleurs, le pouvoir actuel avait fait des lois pour, si ces jeunes étaient rattrapés, pour les mettre en prison, alors que ces jeunes voulaient échapper au fait qu'ils n'avaient pas d'horizon, d'avenir, pas seulement le travail, l'envie d'espérer, d'inventer l'égalité. Le mouvement de l'égalité, c'est le mouvement du déplacement. J'ai le droit d'avoir des droits. Parmi ces droits, j'ai le droit de chercher un horizon nouveau par rapport au hasard parfois malheureux de la naissance. Et qu'est-il arrivé depuis le 22 février? Un soulèvement immense de ce peuple, toute catégorie sociale confondue, tout genre confondu, tout milieu confondu. Le pouvoir avait appelé à son secours le clergé. Il avait demandé que
dans les mosquées, l'on empêche de manifester, que l'on dise de ne pas aller manifester. Eh bien, les fidèles, ils sont sortis des mosquées, et ils ont été manifestés. Et manifestés avec des féministes, avec des étudiants, avec une jeunesse, tout ça s'est mélangé. Bien sûr, ne soyons pas naïfs, il y a évidemment des courants, des forces politiques derrière. Mais à partir du moment où ça se passe, il y a un mouvement de politisation, il y a un mouvement de rencontre, il y a un mouvement où des forces qui ne se parlaient plus se parlent. Il y a un mouvement où la société met à l'agenda autre chose. C'est ce qu'elle a fait. Elle a empêché le 5e mandat. Elle veut que le système ne se reproduise pas. 70 organisations dans 3 collectifs se sont réunies. Et se sont réunis pour faire un agenda de cette nouvelle république, de cette invention d'une nouvelle république algérienne, de cette 2e émancipation. Des ombres gagnent, le pouvoir ne veut pas céder. Et c'était ce que l'on sentait autour de l'anniversaire qui avait lieu vendredi dernier de l'indépendance. Et en même temps, il n'est pas passé encore au stade de la répression massive. On sent des divisions en son sein, on sent qu'il est fragile, à tel point qu'il s'autodévore, qu'une partie met en prison l'autre, accuse de corruption l'autre. Je ne sais pas, je ne prédis pas l'avenir, mais ce mouvement est formidable. Ce mouvement est d'un pays qui est le pays le plus puissant d'Afrique, un pays qui a des richesses immenses, un pays qui a une jeunesse immense, plus de la moitié de la population a moins de 35 ans. Ce pays, c'est aussi notre histoire. C'est un lien d'une très longue durée et nous l'avons célébré lors d'une soirée de solidarité avec Mediapart. La France, c'est l'Algérie, j'allais dire. Pour inverser, l'Algérie, c'est la France. Pour dire que les liens sont indéfectibles, nous sommes des millions dans notre pays à être liés à cette histoire. Que nous soyons issus de l'immigration algérienne, que nous soyons issus du drame de la communauté juive qui a dû partir et en grande partie et qui a fait qu'en sorte, qui a du coup le résultat de cela étant que l'Algérie a perdu une part d'elle-même, que ce soit évidemment la part des pieds noirs, de l'histoire européenne de l'Algérie, que ce soit ceux qui ont été dans le contingent, que ce soit ceux qui ont accompagné les combats de l'indépendance, dans nos familles, et avec évidemment des divergences. Tous les itinéraires que je viens de raconter sont pleins de blessures, de violences, de haine parfois. Mais les générations ne sont pas forcément habitées par les haines des pères ou des grands-pères. Nous sommes des millions à avoir un lien avec l'Algérie. Ce qui peut se passer en Algérie, ce réveil de la plus grande nation africaine, peut être un événement formidable s'il réussit, après l'échec, à l'exception de la Tunisie, des printemps arabes. Et que se passe-t-il? Une très grande méfiance des forces politiques françaises, une très grande distance, comme si, au lieu de saluer le soulèvement des peuples, elles préféraient faire affaire avec des pouvoirs qui restent là, qui sont indestructibles, des pouvoirs autoritaires. Le Irak algérien, donc. À l'autre bout de la planète, la jeunesse de Hong Kong. Hong Kong qui est désormais dans la Chine, mais avec une gouvernance séparée. Et c'est cette jeunesse de Hong Kong qui nous met sous les yeux ce que, également, nous acceptons dans cet anniversaire de Tiananmen, de 89, de la trahison du printemps chinois. Qu'est-ce que nous acceptons? Cette idée que, et bien sûr, le capitalisme le plus féroce, la logique de la marchandise, le calcul égoïste de la marchandise, comme disait Karl Marx, peut s'accompagner de la négation des libertés, du parti unique, d'un président qui confisque le pouvoir, d'une petite élite. Et là, vous avez une jeunesse, parce que la Chine est immense, la Chine est liée au monde, le peuple chinois est lié au monde. Tout le monde parle des performances économiques et de la grande lucidité géostratégique du pouvoir chinois. Mais tout cela ne peut pas tenir sans aussi le peuple. Le peuple peut être mis dans l'oubli, et d'ailleurs 89 n'est pas du tout enseigné, est oublié et méconnu dans la jeunesse chinoise. Mais en même temps, ce peuple, il est à l'ère des réseaux sociaux, il connaît le monde, il en entend parler, et donc il bouge. Et ce qui s'est passé
aussi, à Hong Kong, montre ça avec un pouvoir chinois qui lui aussi a été, comme le pouvoir algérien, surpris, n'est pas passé à la répression la plus féroce, et lui aussi traversé de contradictions, car ce sont des pouvoirs fragiles. Continuons. Dans les Balkans, une partie de l'Europe centrale, qu'avons-nous actuellement? De grands mouvements sur la corruption, des élections qui portent au pouvoir des gens de la société civile qui refusent ce capitalisme sauvage, qui vole, qui est celui de la prévarication, celui de la dépossession des richesses. Alors continuons au plus près de nous-mêmes. La jeunesse sur le climat, cet agenda sur le climat porté par la jeunesse. Greta Thunberg, bien sûr, les collégiens, ces jeunes qui disent tout jeunes, qui tout jeunes se politisent au meilleur sens du terme, qui se disent à quoi bon aller tous les vendredis à l'école et du coup je sèche un vendredi par mois parce qu'il y a une urgence qui est beaucoup plus grave. Et ils lisent, et ils apprennent, et ils bouquinent, et ils interpellent. Ils interpellent avec des mots clairs, des mots qui ont cette franchise, cette vitalité, cette absence de calcul de la jeunesse, l'inconscience des pouvoirs. C'est comme ça que les lucidités avancent. Souvenez-vous, il y a encore 15 ans en France, qui avait pignon sur rue? Le climato-scepticisme. Un ministre de l'Éducation, ancien chef des experts d'un parti politique, Claude Allègre, chef des climato-sceptiques, qui, parce qu'il connaissait des cailloux, pensait qu'il connaissait la Terre. Il était dans la spécialisation d'un savoir qui existe, bien sûr, mais qui était indifférent à d'autres savoirs. Et il l'affirmait, et il le médiatisait, et il faisait les unes des hebdomadaires, et il était présent avec son bagou dans les émissions de télévision, et c'était un ignorant. Et c'était un ignorant qui avait la force de cette parole du politique intellectuel. Et c'était ça qui avait pignon sur rue. Qui a bousculé ça? La société. Le courage de la société. Je dis ça parce que vous voyez que les jeunes actuellement font des actions potaches. Ils vont dans les mairies, je ne sais pas s'ils ont été dans celle d'Arles, et ils disent, puisque nous décrochons de l'accord de la COP 21, puisque nous ne respectons pas les engagements de la COP 21, puisque toi, Macron, tu décroches de l'accord et du calendrier de l'accord, eh bien, on va te décrocher. Et donc, voilà, ils ont été le décrocher. Ils vont enlever les portraits de Macron dans les mairies. Ils ne les abîment pas, ils ne les salissent pas, ils le décrochent. Ils sont poursuivis, ils sont convoqués, ils sont mis en garde à vue, ils sont convoqués devant des tribunaux, ils sont condamnés à des amendes avec sursis. Ce qui veut dire amende avec sursis, si tu recommences, ça tombera. Au lieu d'avoir ce fair-play en disant « heureusement que vous êtes là pour nous bousculer », il y a eu un moment terrible, il y a 2 semaines, c'était au moment de la fête de la musique, le 21 juin, un moment terrible où des jeunes qui sont dans cette urgence, Extinction Rebellion, Youth for Climate, Jeunesse pour le climat, on était en pleine canicule et ils ont voulu montrer qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Donc ils ont fait ce que nous faisions tous dans notre jeunesse. On va faire un petit sit-in ou un die-in, comme on dit aujourd'hui, quand on s'allonge, quand on fait le mort, pour bloquer la circulation. Bon, potache, sympathique, les automobilistes râlent, mais bon, c'est une façon de dire quelque chose sur un enjeu que tout le monde partage. Moins de 10 minutes pour que viennent aux compagnies républicaines de sécurité, qui sont des unités disciplinées, qui ne sont pas les brigades anticriminalité qui utilisent les lanceurs de balles de défense, les LBD, que vienne la consigne, moins de 10 minutes, d'aller gazer de près, comme si c'était avec un insecticide, ces jeunes militants. Scoop à venir de Mediapart, je vous le donne parce qu'on est en train d'enquêter là-dessus. C'était tellement la chaleur plus ces petites bombes qui sont très toxiques quand même, c'est des lacrymos, mais très toxiques à portée de visage, ont fait qu'un des commandants de CRS a dû être remplacé parce qu'il est tombé dans les pommes. Il avait trop chaud. Bon. Et donc, ça vient d'en haut, ça.
de considérer que l'on peut faire cela par rapport à cette désobéissance civile. Je pourrais continuer, évidemment, avec, j'ai dit l'Algérie, j'ai dit la Chine, les Balkans, la jeunesse, et évidemment, avec cette actualité, son interview traduite de l'allemand était en une de Mediapart hier, saluer la capitaine Courage du Sea-Watch 3, celle qui est rentrée dans le port de Lampedusa, celle qui a fait cet acte de désobéissance civile par rapport aux migrants qui étaient en très mauvaise situation et qui menaçaient de se donner la mort qu'elle avait sur son bateau. Celle qui a mis aux yeux de l'Europe son indifférence. C'est l'histoire des migrants, nous en avons parlé aussi. Je revisite un petit peu pour ces 11 ans tout ce que nous avons fait ici. Restera comme une faute morale immense. 3% seulement de la population du monde vit hors de son pays de naissance. L'essentiel des migrations sont du sud au sud, notamment dans l'Afrique subsaharienne. C'est une goutte d'eau, ce qui nous vient. Et c'est une goutte d'eau provoquée par des désordres dont nous sommes en grande partie comptables. Et face à ça, au lieu de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, de dire cet impératif d'hospitalité, comme vous le savez, c'est l'inverse qui est fait. Et on s'habitue à ce qu'il y ait des camps, car ce sont des camps, pour retenir des gens qui n'ont fait qu'exercer leur droit de se déplacer, de choisir leur pays de résidence. On s'habitue à ce qu'il y ait des enfants dans ces camps. On s'habitue à ce que ceux qui en sont solidaires soient criminalisés, poursuivis, comme l'a été cette capitaine qui a été détenue et qui est convoquée. Elle sera devant le juge d'instruction demain. J'en viens évidemment à nous. Nous tenons cette rencontre après 6 mois, plus de 6 mois, puisque ça a commencé le 17 novembre, d'un mouvement social totalement inédit dans notre pays, les Gilets jaunes. Un mouvement social qui a été profondément caricaturé, profondément méprisé, profondément humilié, aussi bien par le discours politique que par le discours médiatique, et au final par une répression très violente qui ne peut que laisser des traces. Et je voudrais m'y arrêter parce que, vous savez, le ressentiment naît de l'humiliation. Et le ressentiment est souvent la pire école politique, car il ne mène pas vers des solidarités, il mène vers du repli, des blessures qui macèrent, des égoïsmes. Et l'humiliation provoque le ressentiment. Et si nous ne sommes pas solidaires de ceux qui ont été victimes de cette humiliation, nous-mêmes accompagnerons ce ressentiment. Quand nous nous disons « Ah, regardez les scores de l'extrême droite », ce n'est pas des gens votent pour l'extrême droite. C'est aussi que nous n'avons peut-être pas fait ce qu'il faudrait pour que des gens ne votent pas pour l'extrême droite. On ne peut prédire que la lutte, disait Gramsci. C'est dans la lutte qu'on fait bouger les gens. On est un pays où l'hypothèque d'extrême droite existe électoralement depuis 1984. Mon premier livre s'appelait « L'effet Le Pen », j'avais 32 ans. L'Union soviétique existait toujours, le mur de Berlin existait toujours, l'Union européenne n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, le grand marché n'existait pas. L'euro encore moins. La financiarisation à cette échelle encore moins. La contre-réforme libérale ne s'était pas déployée. Preuve que cette question est une question française. Ce n'est pas l'Europe qui nous amène tout ça, c'est nous. Et si l'extrême droite est toujours présente dans le paysage, elle joue son jeu, elle prend les brèches qui lui sont proposées, mais elle est là parce que d'autres lui font la courte échelle. Celles et ceux qui épousent son agenda, qui croient qu'il lui résiste en reprenant ses mots, en pensant qu'elle pose les bonnes questions mais qu'elle apporte des mauvaises réponses, au lieu de lui opposer un imaginaire supérieur, un imaginaire qui élève, qui donne envie d'aller dans une autre direction. Et faute de cet imaginaire supérieur, eh bien, l'extrême droite continue à prospérer. Et elle continue à prospérer justement dans ce paysage où ces forces, ce pouvoir illibéral dont je parlais, dit entre l'extrême droite et moi, il n'y a rien. Et du coup, eh bien, nous risquons d'avoir l'extrême droite. Il la valorise, il lui donne de la place. Et il utilise aussi ses propres mots. Il utilise comment ? Regardez le bilan des Gilets jaunes.
Regardez comment l'indifférence est une faute, l'absence de solidarité est une faute. C'est un événement pur, inattendu, un mouvement de travailleurs pauvres, de retraités, de femmes seules, isolées, qui se retrouvent dans les ronds-points, qui sortent de leur isolement, qui ont cette idée d'occuper une place, d'occuper un lieu, comme le mouvement des places a eu lieu en Espagne, comme Occupy Wall Street était un mouvement américain, comme on l'a oublié dans les possessions françaises de Guyane et de Guadeloupe et de Martinique en 2008-2009, il y a eu ce mouvement, et c'était déjà le prix de l'essence contre la profitation, qui a commencé par les ronds-points. Et Priscilla Ludowski, celle qui lance l'appel premier fondateur des Gilets jaunes, vient de là-bas, et elle connaît cette histoire. Les luttes circulent, les symboles circulent. Et donc ce mouvement inattendu, il va créer de la politique. Bien sûr, au début, il y a de tout. Comme dans une lutte sociale, on ne demande pas aux gens qui résistent à un plan de licenciement leur certificat de baptême ou leur bulletin de vote. Est-ce que tu es d'accord pour mener cette lutte? Et c'est dans cette lutte que l'on bouge, que l'on change, qu'il se passe des choses, des fraternités, qui font sortir des préjugés. Alors reprenons les Gilets jaunes. Quel est leur point de départ? L'injustice fiscale. Et bien sûr qu'ils ont raison sur l'injustice fiscale. Bien sûr que ceux qui gagnent plus payent moins. Et bien sûr que le plus grand nombre a payé plus. Ils ne sont pas contre les impôts, mais ils sont contre une répartition non égalitaire, c'est-à-dire proportionnelle aux revenus de l'impôt. De cela, ils sont partis sur les injustices sociales, très vite, sur la question sociale dans son ensemble. Ensuite, ils ont été très vite à amener d'eux-mêmes par l'action une question que les partis politiques français n'arrivent pas à porter. Ils dissertent là-dessus. Ils parlent de 6e République. Ils parlent de refondation de la République. Mais ils sont pris au piège par le présidentialisme de cette logique du candidat. Le pouvoir d'un seul qui confisque la volonté de tous. Et les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait en allant chercher Macron, comme il disait, hein? Après l'affaire Benalla, Macron dit que s'il y a un responsable, c'est moi, qu'ils viennent le chercher. Ils sont venus le chercher. Et ils ont fait cet acte inouï d'aller manifester à l'ouest de Paris, dans les beaux quartiers. Alors, bien sûr, on en retient des images de violence, de vitrines brisées, mais le cœur n'était pas celui-là. Le cœur a été de poser la question démocratique. Tous ces primo-manifestants, qui n'étaient pas des manifestants violents, ont posé cette question démocratique comme la clé de voûte de la question sociale. Très vite, la dynamique de ce mouvement social a mis à l'écart les relents de ceux qui voudraient lui opposer un autre agenda. Tout d'un coup, un mouvement parle de questions démocratiques, de questions sociales. On n'entend pas parler de migrants ou d'islam. 500 000 cahiers de doléances ont été mis dans les mairies. Seulement 5 000 d'entre eux évoquent à la marge les deux mots que je viens de prononcer, migrants et musulmans. Quand, à Caen, les Gilets jaunes, avant Noël, cherchent une salle, ils n'en trouvent pas. La mairie ne leur en donne pas. Les partis politiques ne leur en donnent pas. Les syndicats ne leur en donnent pas. La seule salle qu'ils trouvent, c'est un squat de migrants qui les reçoit. Et du coup, ils les remercient. Il y a quelques identitaires encore parmi eux. Ils râlent, ils gueulent un petit peu quand il y a le remerciement aux migrants. Les autres leur disent « mais taisez-vous, ils nous reçoivent ». Et du coup, la dynamique est celle-là. Mieux encore, 3 assemblées des Gilets jaunes. La première à Commercy, quand elle énonce, après avoir dit « nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas antisémites, nous ne sommes pas xénophobes », mais ce ne sont que des mots, jugeons sur pièce. Quand elle parle des droits sociaux qu'ils énumèrent, elle dit que ces droits sociaux valent pour toute personne résidant en France. Pour toute personne résidant en France. Non seulement pas de préférence nationale, pas de préférence liée à la citoyenneté, mais l'affirmation que toute personne résidant sur ce territoire a les mêmes droits fondamentaux, et y compris les mêmes droits sociaux, parce qu'elle peut participer à la création de richesses. Aucun parti politique ne va si loin dans cette idée de fraternité fondamentale. Et au final, continue. Et c'est là où l'indifférence d'un certain vieux monde politique, organisationnel, militant, non pas à la base. Beaucoup de gens qui ont des convictions ont rejoint ce mouvement, mais je parle un peu des appareils, a été une occasion manquée, mais il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Jamais il n'y a eu une telle répression d'un mouvement social dans notre pays depuis
les mouvements sociaux de l'après-guerre, si l'on accepte le contexte des indépendances et des guerres coloniales. Jamais. Il y a eu une période jusqu'en mars où il y a eu 1800 arrestations par semaine. Il y a eu plus de 2000 condamnations à de la prison ferme. Il y a eu une violation des droits fondamentaux, des gardes à vue de personnes qui n'avaient fait aucun acte, une justice prédictive, comme dans Minority Report. Je te fouille, je vois que tu as un petit masque pour te protéger des gaz lacrymogènes, c'est donc que tu es violent et je te défère et je te fais condamner. Et je ne parle pas, évidemment, mais évidemment j'en parle, et nous l'avons documenté avec David Dufresne, des violences très concrètes qui ont été mises en évidence par tous les défenseurs des droits humains. À l'étranger, le Conseil de l'Europe, la rapporteuse des Nations Unies, mais ici, en France, le Conseil consultatif des droits de l'homme, le défenseur des droits. La répression policière la plus violente aujourd'hui en Europe. Une répression policière telle qu'elle n'a pas eu face au mouvement algérien ou face au mouvement chinois à Hong Kong. Le fait de découvrir, et c'est très intéressant sur la politisation, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien sûr que dans les Gilets jaunes, il y a peut-être des gens qui se disaient « ouais, à 2005, par exemple, la racaille des banlieues, je mets 4 guillemets, bien fait pour eux, ils brûlent des voitures, ils brûlent des écoles, bien fait pour eux. » Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils découvrent? Que la pratique des brigades anticriminalité avec les LBD, elle était faite pour les classes populaires des banlieues. Ce ne sont pas des unités liées au maintien de l'ordre, ce ne sont pas des unités ayant la discipline du maintien de l'ordre. Et c'est elles qu'on a lâchées et qu'on a fait mettre en action et qui sont au cœur des 26 éborgnés, des mâchoires fracassées. Et s'y ajoutent les grenades explosives, les pieds arrachés, les mains arrachées. Tout ce qu'on a documenté, on en est à près de 900 signalements de violences illégitimes, documentées, sourcées. Et évidemment, un mort à Marseille, avec toutes sortes de mensonges autour de la mort de Madame Zineb Redouane, que nous documentons aussi, avec, et c'est nouveau, une justice qui ne met pas à distance la police, qui ne contrôle pas la police. Nous l'avons documenté sur Marseille, le procureur adjoint était là et il couvre, parce qu'il était au cœur de l'enquête sur Madame Redouane, où mystérieusement les caméras de surveillance ont disparu et ne permettent pas d'identifier le tir mortel qu'il a atteint. Je rappelle que c'était un jour de manifestation où convergeait la question des gilets jaunes, du climat, et la question essentielle à Marseille du logement, sur la question des logements. Mais on peut continuer, regarder ce qui s'est passé à Nice avec cette militante d'attaque, où on a vu, et nous l'avons documenté, comment le commissaire de police chargé qui a étouffé cette affaire, enfin qui a mené cette charge plutôt, et il avait une supérieure qui est sa compagne, et cette compagne était chargée de l'enquête par le procureur de la République qui les couvrait. Et nous avons révélé que un capitaine de gendarmerie avec un escadron de 70 hommes a sauvé l'honneur de la République. Il a dit que l'ordre qu'il recevait était un ordre illégal. Ordre illégal, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune nécessité de charger une petite foule pacifique qui n'est pas menaçante. Et donc, il n'y a pas de légitimité à mener cette charge. Et il a refusé de mener cette charge et il l'a écrit dans un rapport que nous avons trouvé. Je dis tout cela pour montrer l'ampleur de ce qui se passe. Depuis 17 novembre, pas un mot de compassion, pas un mot de compréhension, pas une lettre comme celle du préfet Maurice Grimaud en mai 68, rappelant que frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même. Pas un policier déféré, pas une enquête ayant abouti. Et une inspection générale de la police qui dit que circuler, il n'y a rien à voir. Alors que nous documentons par le mouvement de la société, par le mouvement de journalistes liés au mouvement de la société, l'ensemble de ces violences, et qu'elles sont là, et qu'elles sont évidentes, et que des policiers nous les signalent, que des gendarmes nous les signalent, que des
serviteurs de la République, au sein de la République, nous alertent pour cela. Ce sont des OPJ, des officiers de police judiciaire, qui nous ont signalé les consignes du procureur de la République de Paris, celui qui a ordonné la perquisition à Mediapart, qui a ordonné cette chose illégale de maintenir en garde à vue tout manifestant de gilets jaunes tant que la manifestation n'est pas terminée, même si aucun délit ne peut leur être reproché. De la détention arbitraire. Alors voilà, je vous dis tout cela pour dire que les Gilets jaunes ont mis à l'agenda quoi? Contrairement au procès qui leur a été fait, ils ont mis à l'agenda, eux aussi, les causes communes de l'égalité. Très tôt, en décembre, on a eu ce mot d'ordre. Fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat. Écoutez bien leurs discussions dans les États généraux, regardez leurs textes. Ne vous fiez pas à quelques porte-paroles autoproclamés mis en évidence par des médias de masse, alors que c'est un mouvement qui récuse la représentation, qui est dans l'auto-organisation, qui ne veut pas avoir ce sentiment que déléguer son pouvoir, c'est le perdre. Eh bien, dans leur élaboration collective, encore la 3e Assemblée des Assemblées à Montceau-les-Mines, il y a une immense richesse de propositions. Par exemple, pour les municipales à venir, cette idée qu'il ne suffit pas d'avoir des élus dans un conseil municipal, qu'il faut aussi ressourcer la démocratie autrement, qu'il faudrait, à côté du conseil municipal, une assemblée citoyenne tirée au sort, et qu'il faudrait que les élus acceptent de rendre une part de les indemnités pour que cette assemblée citoyenne ait les moyens de fonctionner. Bien sûr que dans un tirage au sort, mais c'est vieux comme la Grèce antique, comme Athènes, il y aura des imbéciles et des incompétents. Mais on est plus intelligent qu'un seul à plusieurs. Il y a une intelligence collective. Et cette intelligence collective, à côté des représentants, des élus, ne peut être que fructueuse. Elle ne peut que recréer de nouvelles solutions. Si on pense à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'urgence climatique, si l'on prend conscience, mes amis, de cette... C'est un biologiste, plutôt un spécialiste des plantes, pas un biologiste, qui me rappelait ça récemment, un chiffre dont je n'avais pas conscience. Les animaux, donc, pardon pour les croyants, mais des êtres comme nous, et dont nous sommes, notre espèce, nous ne représentons que 0,3% du vivant. 0,3% du vivant. Et ce savant montre l'intelligence des plantes. Les plantes n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas de poumons. On en a parlé d'ailleurs aussi avec Gilles Boeuf, ici, parmi tout ce qu'on a fait ensemble. Et ces plantes qui arrivent à s'accrocher à une autre, à s'adapter au terreau, à se bouger, à mouvoir. Prendre conscience du vivant, ce que toutes les cultures traditionnelles nous aide à faire. Et ce n'est pas à régresser, ce n'est pas un retour à un paradis perdu, c'est comprendre, y compris avec les techniques d'aujourd'hui. Ce savant dit combien il faudrait recréer des canopées dans nos villes, car c'est ça la meilleure protection contre le CO2, donc avoir plus d'arbres, plus de végétation, etc. Sachant que nous sommes des civilisations urbaines. La majorité de l'humanité est dans des villes et que c'est un point de non-retour. J'évoque tout cela pour nous dire combien nous devons être solidaires, acteurs, accompagnateurs, à côté, avec, dedans, tous ces mouvements. Combien ils disent l'agenda qui est devant nous. Et combien une occasion, pour moi, est loupée si on n'accompagne pas les jeunes sur le climat, si on n'accompagne pas ce mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui pose la question des autres, qui nous pose la question des autres. J'ai entendu de vieux militants syndicaux, politiques dire « Ah, les Gilets jaunes, ils n'étaient pas là quand on manifestait pour les retraites. » Mais alors, s'ils manifestent, c'est le moment d'aller... On ne va pas être chacun chez soi dans son égoïsme. Hein, c'est le moment, au contraire, de faire front commun. Et en tout cas, ne pas faire front commun sur cette question des violences policières, c'est ne pas comprendre que ce qui arrive aux uns arrivera aux autres. Le mouvement des Gilets jaunes est retombé, mais je vous ai raconté ce qui s'est passé au pont de Sully pour les jeunes sur le climat. Le même soir, il se passait quoi? À Nantes. Des jeunes à 4h30, une rave party de la fête de la musique. Ils ne font de mal à personne, ce n'est pas un quartier d'habitation.
quelque part, les chiens sont lâchés, il n'y a plus de culture de retenue. La police intervient, et elle intervient tout de suite avec grenades lacrymogènes, grenades explosives. Et du coup, 14 jeunes tombent à l'eau. Et si la mairie n'avait pas prévu des pompiers dans le coin, ce n'est pas seulement Steve qu'on chercherait. Pas seulement un noyé probable qu'on chercherait. Et comment est-ce possible? J'ai été rubricard police pendant 10 ans. Il y a normalement une culture de l'intervention, de la proportion de la force, de la discussion. Et vous voyez bien ce que ça signifie qui est lâché, comme sur les contrôles d'identité, comme sur les fouilles, comme sur les atteintes aux droits fondamentaux, a failli passer une loi qui portait atteinte au droit de manifester. La démocratie, je le redis, n'est pas le droit de vote, n'est pas la loi de la majorité. Bien sûr, c'est un de ses instruments. Mais le droit de vote et la loi de la majorité, ça tombe par terre s'il n'y a pas 4 pieds. Et ça se brise en morceaux. Ce n'est plus une démocratie vivante. Et les 4 pieds, comme les 4 pieds d'une table, c'est quoi? Le droit de se réunir sans demander l'autorisation. Le droit de s'exprimer, et y compris de dire des choses qui dérangent. George Orwell, la liberté n'a pas de sens si ce n'est pas la liberté de dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, de provoquer par son expression, le droit de manifester, de porter à l'agenda de la société des questions que la majorité repue, satisfaite, installée, ne veut pas entendre. La dialectique du paria et du parvenu. Je suis parvenu, je suis bien, moi tout va bien, donc j'en ai rien à faire de tes revendications. Mais les revendications, c'est peut-être celles qui t'ont permis hier de parvenir, hier d'avoir des droits. Et donc les nouveaux droits, ils sont là. Les minorités sont toujours celles qui inventent de nouveaux droits, aussi excessives soient-elles. Et puis un 4e droit, qui est évidemment le droit de s'informer. Une presse libre, une presse loyale, une presse intègre. Nous vivons dans un pays, et je voudrais vous alerter pour terminer là-dessus, où il y a actuellement, dans un pouvoir qui est né d'un chamboule-tout électoral, qui se prétend adversaire des populismes de l'extrême droite, qui tenait hier un discours sur le « en même temps », eh bien, il y a une attaque systématique contre la liberté de la presse, sans précédent. Même sous des pouvoirs autrement en apparence rétrogrades, autrement en apparence idéologiquement conservateurs. Depuis que Emmanuel Macron, dans la panique qui les a saisis au début de l'affaire Benalla, a dit « Nous avons aujourd'hui une presse qui ne cherche plus la vérité », antiphrase qui voulait dire « Je crains la presse qui trouvera la vérité que je cache ». Et comme vous le savez, Mediapart s'y est employé et continue à s'y employer, notamment dans l'affaire Benalla, mais pas seulement. Eh bien, nous avons eu quoi au total? 2 lois. La loi dite sur les fausses nouvelles, la loi sur le secret des affaires, qui contourne la loi fondamentale qui protège la liberté d'expression et la liberté d'information en France. 2 lois qui sont une attaque, et sur le secret des affaires, elles ont été mises en pratique pour empêcher la quête d'information. Il y a toute une procédure qui est engagée actuellement sur des demandes de documents publics par rapport à des laboratoires pharmaceutiques et qui ont été refusés au nom du droit des affaires. Cette loi dit, et elle n'était pas obligée, et l'argument qui dit que c'est une directive européenne qui est obligée à le faire est faux. La directive européenne, il n'y avait pas besoin de la transcrire aussi vite et aussi radicalement en droit français. Et c'est une loi qui dit, dans le secret des affaires, est secret ce que l'entreprise a déclaré secret. Et donc, évidemment, vous voyez bien que nous sommes en droit par rapport à l'évasion fiscale, par rapport à des plans de licenciement, par rapport à la responsabilité environnementale d'aller chercher ces secrets. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la tentative de perquisition contre Mediapart. Il y a eu les convocations devant la Direction générale de la sécurité intérieure. Il y a eu, tout récemment, l'appel à un ordre des journalistes. En Europe, un seul pays s'est vu imposer un ordre des journalistes, c'était en Italie, sous Mussolini. Le journalisme, c'est le pluralisme.
Le journalisme, c'est la relation de confiance avec le public. Et là, nous avons un secrétaire d'État, qui plus est au numérique, normalement aux nouvelles technologies, à l'invention démocratique qui venait de là, qui propose un ordre des journalistes et qui dit même, si votre profession ne le fait pas, ce sera à l'État de le faire. Il s'est vaguement excusé, mais il ne parlait pas sans avoir de feu vert, et au fond, il maintient le même propos. Et vous avez maintenant une garde des Sceaux qui propose de sortir la diffamation et l'injure de la loi de 1881. En clair, de faire tomber la grande loi républicaine qui protège le droit d'informer, qui fait en effet que nous sommes dans une pratique professionnelle où nous rendons compte au service d'un droit fondamental des citoyens. Quand la porte-parole du gouvernement dit « les journalistes sont des justiciables comme les autres », elle tient un propos qui est antidémocratique. Elle piétine des droits fondamentaux. Non, les journalistes, en tant que citoyens, sont des justiciables comme les autres. Mais dans l'exercice de leur métier, non, car ils sont au service d'un droit fondamental, plus important, je le redis, que le droit de vote, le droit de savoir. Si je ne sais pas tout ce qui est d'intérêt public, je peux voter, mais voter comme un aveugle, pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Et donc, vous voyez bien que tout ce nouveau personnel est dans une inculture démocratique profonde. Il y a des intérêts sociaux divergents dans une société. Il y a des partis qui défendent des intérêts sociaux. Mais la période de l'après-guerre, et jusque, je dirais, aux toutes dernières décennies, est une période où il y avait une culture démocratique commune, où l'on pouvait s'entendre entre gens de gauche et de droite à un moment sur ce qu'était un manquement fondamental aux droits fondamentaux. Et cela donne d'ailleurs des itinéraires paradoxaux, comme celui du défenseur des droits, M. Jacques Toubon, qui fut un ministre de la Justice sous Jacques Chirac et appartenant à une famille politique de droite, mais qui aujourd'hui est un défenseur principiel des droits fondamentaux. Vous savez, quand l'essentiel est en jeu, l'origine ne protège de rien. On a tous rendez-vous avec nous-mêmes. Et parfois, on a des surprises de gens qui ont d'autres histoires que nous, qui ne sont pas du même bord, de la même sensibilité, qui ont d'autres itinéraires et qui finalement se retrouvent. Et à l'inverse, on voit des gens issus, par exemple, d'une formation politique qui se prétendait au service des travailleurs, de la société, au service du socialisme, se retrouver à servir cette dérive. M. Castaner, M. Ferrand, le ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux, Mme Belloubet et bien d'autres que je pourrais citer. Alors il ne faut pas se lamenter de ça, et ça ne sert à rien de reprocher aux uns et aux autres ce qu'ils sont devenus, mais c'est à nous de faire cet autre agenda sans barguigner et en accueillant tous celles et tous ceux qui sont prêts à l'inscrire. J'ai parlé de la presse et évidemment, en vous disant ça, je pense à celui qui nous accompagne depuis que Mediapart existe, qui est Camus, qui nous avait donné un peu l'idée du titre de notre manifeste « Combat pour une presse libre », puisque c'est dans les éditoriaux de Camus qu'à la Libération, on a l'idéal d'une presse qui élève le débat public. Il disait un pays, on a la presse qu'on mérite. Et donc, il avait cette formule formidable, notre désir d'autant plus fort qu'il était muet, était d'élever ce pays en élevant son langage, parlant de la presse clandestine et parlant de l'abaissement d'une presse qui a accompagné, qui s'est vautrée dans la collaboration et dans la soumission. Et vous voyez bien l'écho et la résonance par rapport à notre débat public, par rapport au divertissement, par rapport au blablabla des opinions et des talk-shows. Une presse utile qui élève le langage, qui soit du côté de cette éducation populaire, de cette université populaire, de cette langue qui nous amène à des horizons, nous sort du marécage. Camus disait aussi qu'il fallait absolument libérer la presse de l'argent. Et vous savez que c'est un des objectifs de Mediapart, depuis que nous existons, ne vivent que du soutien de nos lecteurs. Petite parenthèse, vous pouvez, avec juste un code, là, avoir un mois gratuit de Mediapart. Si pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas Mediapart, l'équipe de Mediapart vous accueille volontiers pour cela, si vous le souhaitez. Mais au-delà de ça, Camus, en fait, est le sous-texte de cette conférence.
Camus, quand on relit tout ce qu'il écrit, on a un personnage beaucoup plus complexe que son côté à part dans les combats des années 50 l'a situé. Il est mort jeune, vous le savez, dans un accident de voiture. Il a eu le temps d'avoir son prix Nobel de littérature, de dire dans son discours du prix Nobel que les générations précédentes avaient comme tâche de transformer le monde, et de dire des mots qui, à l'époque, c'était le moment des indépendances, des radicalités révolutionnaires qui pouvaient sembler trop tendres, trop faibles, trop mous, trop accommodants. Il disait, au fond, notre génération a une tâche plus lourde, éviter que le monde ne se défasse. Et parfois, les poètes, les écrivains en sont visionnaires. Voyez bien que nous, notre responsabilité réelle aujourd'hui, c'est d'éviter que le monde ne se défasse, qu'il soit de nouveau plongé dans la guerre, dans l'inconscience, dans la destruction non seulement des humanités et du tout vivant. Et au fond, nous parlons, mais certains l'ont vécu dans leur chair, en Irak et en Syrie et tout autour de la Méditerranée, continuent à le vivre dans leur chair. Et donc, ils sont déjà dans ce moment où le monde, leur monde, se défait. Et donc Camus, qui était profondément libertaire, avait une forme de résistance intérieure à l'incompréhension. Il visait un peu plus loin, au-delà, à tel point qu'il fit cet événement dans le journalisme. Vous savez, au moment d'Hiroshima, il y a les 2 bombes, Hiroshima, Nagasaki, il fait les éditoriaux de combat, la nouvelle d'Hiroshima arrive, tout le monde ayant tellement envie que ce soit fini de la guerre, que la dernière puissance de l'Axe, le Japon impérial, capitule, tout le monde complimente cette bombe qui détruit toute une ville. Même la dernière page du Monde est titrée « Une révolution scientifique ». La fascination pour, comme on dit, les armes propres. Non, une arme de destruction massive. Et l'ordre du jour ne devrait pas être de négocier avec la Corée du Nord ou de vouloir imposer des choses à l'Iran. L'ordre du jour, ce serait d'en finir avec les armes nucléaires. On ne peut pas parler d'armes de destruction massive et considérer qu'il y aurait un club des possesseurs d'armes de destruction massive légitimes qui peuvent détruire l'humanité. Et si ces armes existent, d'autres veulent les avoir. Et ils les ont déjà, pour nombre d'entre eux, de manière illégitime. Ils ne sont pas dans le club des puissances nucléaires autorisées, mais Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Afrique du Sud, sans doute, ont l'arme nucléaire. Et donc, dans ce moment de 1945, Camus, pour montrer ce côté visionnaire, il fait un éditorial alors que la 2e bombe n'est pas tombée. Et il dit « Notre civilisation technique a atteint son dernier degré de barbarie ». Il sort de la résistance contre le nazisme. Il dit bien sûr qu'on est content que ça en finisse. Les camps, la torture, le génocide, le crime contre l'humanité. Et en même temps, voilà ce que nous faisons. Nous ressemblons à ce que nous avons soi-disant combattu et ce que nous avons vaincu. Il fait cette alarme, il fait cette alerte, et cette alarme est évidemment jusque dans notre présent. Alors pourquoi Camus? Parce qu'en 1953, Camus, qui était donc isolé, un peu à part, retourne en Algérie et va à Tipaza, sa ville qui est au cœur de... Vous savez, c'est ici, il l'écrit dans Nos, que j'ai compris ce que signifie la beauté, au fond, le droit d'aimer sans mesure. Ce bonheur d'aimer sans mesure, ce soleil, cet esprit de la Méditerranée qui peut s'accompagner d'ombre, et nous avons un cimetière marin à côté de nous, mais qui en même temps est une vitalité de résistance de longue durée. Et en retournant à Tipaza, ça s'appelle « Retour à Tipaza », il revient au fond sur qu'est-ce qui fait que nous luttons. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé. En revanche, il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd'hui, mourrons de ce malheur. Ne pas savoir aimer, aimer découvrir l'autre, aimer l'humanité, aimer les causes, aimer aller au-delà de nous-mêmes, ne pas seulement s'aimer soi-même. Et là, il s'en prend à l'Europe. Il s'en prend à l'Europe qui
est le jour et ne sait qu'opposer l'injustice à elle-même. Et là, on retrouve, et c'est paradoxal, un écho de Frantz Fanon, qui avait choisi la cause de l'indépendance algérienne et qui, à la fin des damnés de la terre, lui qui avait pris les idéaux européens, qui avait été un combat de la France libre, il dit « Europe, tu n'es pas au rendez-vous de tes promesses, donc on doit te dire adieu ». C'est-à-dire qu'on doit, nous, les défendre malgré toi, contre toi, les renvoyer à l'envoyeur, d'une certaine manière, à l'expéditeur. Et là, Camus dit « Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. Et c'est là qu'il en vient à ce qui m'a accompagné dans cette pérégrination devant vous. Ô lumière, c'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Voilà, j'ai voulu rendre hommage à tous ces peuples qui nous rappellent que quels que soient les hivers qui menacent ou qui sont présents, il y aura toujours des étés invincibles. Merci.